Lors d'un repas familial, ma sœur m'a demandé si j'allais pleurer, sachant que ma femme me trompait avec son patron. L'assemblée a éclaté de rire. Elle a souri, me traitant de statue au lit. J'ai hoché la tête, levé mon verre et dit, c'est compris. Cette nuit-là, j'ai disparu. 12 mois plus tard, La sœur de ma femme m'a regardé droit dans les yeux à travers une table de 17 personnes, a penché la tête comme le font les gens quand ils font semblant d'être curieux, et a dit, Clément, honnêtement, quand tu as découvert que Delphine couchait avec son patron, est-ce que tu as vraiment pleuré? Ou est-ce que tu as juste fixé le mur? La table est restée silencieuse pendant exactement une demi-seconde. Puis tout le monde a éclaté de rire. Pas un rire nerveux, pas le genre de rire gêné. Je parle d'un rire à gorge déployée, le verre de vin en l'air, comme si elle venait de sortir la meilleure blague de la soirée. La mère de Delphine a couvert sa bouche mais n'a pas pu empêcher ses épaules de trembler. Son oncle, celui qui était venu à notre mariage et avait porté un toast sur le fait que l'amour était le plus grand des investissements, tapait sur la table. Chloé, la cousine de Delphine, se penchait vers son mari pour lui chuchoter quelque chose et il souriait de toutes ses dents. Même les enfants au bout de la table ont levé les yeux de leurs assiettes, confus mais sentant que ce qui venait de se passer était réservé aux adultes. Et Delphine. Delphine était assise à 3 chaises sur ma gauche, tenant son verre à 2 mains, et elle a souri. Pas avec des excuses, pas avec la moindre trace d'inconfort. Elle a souri comme sourient les gens quand ils attendent quelque chose depuis longtemps et que ça arrive enfin. Elle a jeté un coup d'œil autour de la table pour confirmer que tout le monde riait. Puis elle m'a regardé et a dit, assez fort pour que toute la pièce l'entende, c'est pratiquement une statue au lit. J'avais besoin de ressentir quelque chose. Encore des rires. J'ai posé ma fourchette. J'ai pris mon verre. J'ai bu une longue gorgée d'eau. J'ai hoché la tête une fois. C'est compris, ai-je dit. Et je le pensais. Parce que ce que j'ai compris à ce moment précis, avec 17 personnes riant à mes dépens dans la salle à manger de ma belle-mère à Écully, près de Lyon, c'est que ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un dérapage. Personne ne dit une chose pareille par accident, entouré de toute sa famille un dimanche soir de novembre. C'était une révélation. C'était quelque chose qui se préparait depuis longtemps, et maintenant c'était là, sur la table, juste à côté du gratin dauphinois et du rôti de veau, et chaque personne dans cette pièce en était désormais complice, qu'elle le veuille ou non. J'ai fini mon eau. J'ai attendu une pause naturelle dans la conversation. J'ai dit que je devais aller aux toilettes, ce que j'ai fait, et je me suis assis dans la salle de bain de ma belle-mère pendant environ 4 minutes, les mains sur les genoux, respirant calmement et prenant des décisions. La décision n'était pas compliquée. Honnêtement, la décision était déjà prise. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, et je vous promets que ce qui s'est passé ensuite a mis 1 an à se dérouler complètement, et d'une manière qu'aucune des personnes à cette table n'aurait pu prédire, je dois vous dire qui je suis. Parce que qui je suis a son importance. Pas pour attirer la sympathie, mais parce que les gens à cette table n'en avaient aucune idée. Et ce fossé entre ce qu'ils supposaient et la réalité a fini par constituer toute l'histoire. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, si ce genre d'histoire vous plaît, prenez 5 secondes pour vous abonner. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire si vous pensez que j'ai pris la bonne décision. Et si cette vidéo vaut la peine d'être regardée, le bouton j'aime ne vous coûte rien. Bien, retournons à Lyon. Je m'appelle Clément Renaud. J'ai 38 ans. Je vis à Lyon, et je travaille comme consultant financier indépendant. Concrètement, cela signifie que je gère des portefeuilles d'investissement pour des particuliers fortunés et des petits family office. Mes clients sont des entrepreneurs, des chirurgiens, quelques athlètes à la retraite, une femme qui a vendu une entreprise de logiciels à 44 ans et n'a plus jamais travaillé. Je ne fais pas de publicité. Je n'ai pas de site web avec une photo libre de droit représentant une poignée de main. Je ne fais pas de démarchage téléphonique. Absolument tous mes clients me viennent d'une recommandation directe de quelqu'un avec qui j'ai déjà travaillé. Et la seule raison pour laquelle on me recommande, c'est parce qu'au cours des 12 dernières années, je me suis bâti la réputation d'être exactement aussi ennuyeux, fiable et illisible que ma femme m'accusait de l'être. Cette histoire de statut. Oui, on m'a déjà appelé comme ça, surtout par des gens qui confondent la retenue émotionnelle avec l'absence d'émotion. Mais j'ai appris à ne pas gaspiller mon énergie à corriger ce malentendu précis. Les gens qui comprennent la différence n'ont pas besoin que je l'explique,
et ceux qui ne la comprennent pas ne seront pas convaincus par une explication. Personne à cette table ne savait ce que je gagnais. Ni la sœur de Delphine, Ambre, qui avait posé la question. Ni la mère de Delphine, Patricia, à qui appartenait la maison dans laquelle nous étions assis. Ni aucune des tantes, ni les cousins, ni la belle famille, qui reprenaient encore leur souffle après avoir ri. Delphine savait dans les grandes lignes que je gagnais bien ma vie, mais je n'avais jamais exposé les détails d'une manière qu'elle puisse répéter. Ce n'était pas de la tromperie. C'est juste ma façon de fonctionner. L'argent est un outil. On n'agite pas son marteau au moment du dîner. J'ai grandi à Annecy. Mon père a travaillé comme agent d'entretien pour l'académie pendant 30 ans, et ma mère tenait un petit atelier de retouche à la maison. Nous n'étions pas pauvres, mais nous n'étions pas non plus à l'aise au point de donner à un enfant une grande confiance en l'avenir. Ce que nous étions, c'était pragmatique. Mon père avait une phrase qu'il utilisait constamment, « Dépense moins que ce que tu gagnes. Épargne la différence et laisse le temps faire son œuvre. » Ce n'est pas un conseil compliqué, mais le suivre avec constance, c'est une toute autre compétence. Il l'a suivi. Au moment de prendre sa retraite, lui et ma mère n'avaient aucune dette, une maison entièrement payée et assez d'économies pour être tranquille. Pas riche, tranquille. J'ai observé cela et je l'ai pris au sérieux. J'ai payé mes propres études à l'université Jean Moulin à Lyon, que je n'ai pas terminé en 4 ans parce que j'ai manqué d'argent en 3e année et que j'ai dû prendre 18 mois de pause pour travailler. Je suis revenu, j'ai obtenu mon diplôme en finance, j'ai passé mes certifications et j'ai commencé au bas de l'échelle dans une société de gestion d'actifs de taille moyenne dans le quartier d'affaires de la Pardieu. J'y suis resté 6 ans. Je suis parti quand j'ai eu une base de clients suffisante pour m'installer à mon compte, et je n'ai jamais regardé en arrière. Je vous raconte tout cela parce que lorsqu'Ambre a posé sa question à cette table, elle imaginait quelqu'un de fragile, quelqu'un qui avait été soutenu par les relations familiales de Delphine, par son énergie sociale ou par toute autre chose extérieure à lui-même. Elle imaginait quelqu'un qui avait besoin que les choses restent exactement comme elles étaient. Elle avait tort, et je savais qu'elle avait tort, c'est pourquoi j'ai pu hocher la tête, dire c'est compris et finir mon repas sans que mes mains ne tremblent. J'ai rencontré Delphine lors d'un gala de charité au Brotteau, il y a 6 ans. Elle avait 31 ans à l'époque. Elle travaillait dans le marketing pour une agence immobilière d'entreprise de taille moyenne, et elle était douée pour ça. Elle était le genre de personne qui remplissait chaque pièce dans laquelle elle entrait, pas bruyamment, mais continuellement. Elle avait toujours quelque chose à dire, connaissait toujours quelqu'un qui connaissait quelqu'un, faisait toujours des présentations qui s'avéraient utiles. Dans des événements comme celui où nous nous sommes rencontrés, elle était dans son élément. Ce n'était pas particulièrement mon cas. J'étais là parce qu'un client avait acheté une table et avait besoin de quelqu'un pour occuper un siège. Et je suis venu parce que dire non à des clients est une mauvaise habitude. Elle s'est approchée de moi. Je m'en souviens clairement parce que j'étais debout près de la fenêtre à regarder la rue en contrebas. Ce qui, rétrospectivement, ressemblait probablement à un comportement de statut. Elle est venue se tenir à côté de moi et a dit « Vous êtes la seule personne ici qui a l'air de préférer être n'importe où ailleurs. » Et je respecte ça. Elle m'a plu immédiatement. Nous sommes sortis ensemble pendant 14 mois. J'ai pris mon temps. Je prends toujours mon temps. Elle a dit un jour que j'étais la personne la plus délibérément posée avec laquelle elle était jamais sortie, ce qu'elle voulait être un compliment, bien que plus tard j'entendrais le mot délibéré utilisé à mon sujet d'une manière beaucoup moins généreuse. Nous nous sommes mariés en septembre, il y a 4 ans, dans un magnifique domaine des Monts d'Or avec environ 90 invités. C'était une belle journée. J'y croyais. Les 2 premières années ont été très bien. Pas parfaites, très bien. Nous avions les frictions habituelles, elle voulant plus d'engagements sociaux que je n'en fournissais d'habitude, moi voulant plus de calme qu'elle n'en offrait d'habitude. Elle faisait de longues journées. Je faisais de longues journées. Nous avions un bel appartement à la Croix-Rousse, puis nous avons acheté un pavillon près du parc de la Tête d'Or, ce qui était la bonne décision financièrement et s'est aussi avéré être une maison dans laquelle aucun de nous ne passait assez de temps. J'ai remarqué que les choses commençaient à changer la 3e année. Elle a commencé à rentrer plus tard. Elle a commencé à être plus souvent sur son téléphone, mais d'une manière qui semblait privée plutôt que sociale, légèrement inclinée, l'écran face contre table quand elle le posait sur le comptoir. Elle a commencé à prendre des appels dans l'autre pièce. Elle a commencé à parler de son patron, un homme nommé Grégoire Houdin,
avec une fréquence et une précision qui ne correspondaient pas à la façon dont elle avait parlé de ses précédents employeurs. Grégoire pense que nous devrions faire ceci. Grégoire a dit quelque chose de très intéressant à la réunion. Grégoire a une façon bien à lui d'aborder un problème. Grégoire était l'associé principal du cabinet où Delphine avait été promue 8 mois plus tôt. Il avait 46 ans, était récemment séparé de sa femme et, de l'avis de tous, c'était une personne charismatique et brillante. Je l'ai rencontré une fois lors d'un événement d'entreprise. Il était tout à fait correct, confiant, le genre d'homme qui met un point d'honneur à se souvenir de détails vous concernant la fois suivante où vous vous croisez, ce qui est soit un signe de chaleur authentique, soit de la culture de réseau professionnel. Et selon mon expérience, c'est généralement la seconde option. Je n'ai pas confronté Delphine. C'est la partie que les gens trouvent étrange, mais j'y ai réfléchi de nombreuses fois et mon raisonnement était le même à l'époque qu'aujourd'hui. Confronter quelqu'un avant d'avoir des informations complètes lui donne l'opportunité de gérer le récit. Ils peuvent minimiser. Ils peuvent recadrer les choses. Ils peuvent vous renvoyer l'accusation au visage et passer les 3 semaines suivantes à agir comme si vous étiez le problème. J'ai vu cela se produire dans les affaires et je l'ai vu se produire dans la vie personnelle, et le résultat est toujours le même, la personne qui a posé la question finit sur la défensive. Ce n'est pas une dynamique dans laquelle j'étais prêt à entrer. Alors, j'ai observé, j'ai documenté, pas de façon obsessionnelle, pas par vengeance, mais soigneusement. Je suis une personne soucieuse des détails par formation et par nature. J'ai remarqué les heures sur ces invitations de calendrier. J'ai remarqué quand son partage de position géographique, que nous avions configuré des années plus tôt pour des raisons pratiques, cessait de se mettre à jour à des heures inhabituelles. J'ai remarqué des reçus dans la console de la voiture pour des restaurants qu'elle n'avait pas mentionnés. Rien de tout cela n'était de la surveillance au sens dramatique du terme. C'était simplement prêter attention aux données qui étaient déjà là. Quand novembre est arrivé, j'avais une image complète. Je n'avais pas besoin d'un détective privé. Je n'avais besoin d'aucune confirmation spectaculaire. Je savais déjà. Ce que je n'avais pas encore décidé, c'était ce qu'il fallait faire à ce sujet, comment et quand. Puis le dîner du dimanche est arrivé. Patricia organise ce qu'elle appelle un rassemblement familial tous les 2 mois dans sa maison à Écully, une banlieue chic à environ 20 minutes de Lyon. C'est une grande maison avec une salle à manger formelle qui peut asseoir 16 personnes confortablement et 17 de manière inconfortable, ce qui était le cas ce dimanche de novembre. L'autre fille de Patricia, Ambre, était là avec son mari, David, la cousine de Delphine, Chloé, et son mari, un oncle et une tante venus de Grenoble, quelques amis de la famille que j'avais rencontrés 2 ou 3 fois, Delphine et moi. J'avais envisagé de ne pas y aller. Rétrospectivement, une part de moi savait que la situation était sur le point d'exploser, mais je savais aussi que si je sautais le dîner, on me demanderait pourquoi, et je ne voulais pas m'expliquer. Alors, j'y suis allé. La nourriture était bonne. La conversation tournait autour des sujets habituels, les nouvelles du travail, les projets de rénovation de la maison, quelque chose concernant les enfants de Chloé qui changeaient d'école. J'ai mangé, j'ai écouté, j'ai dit ce qui était approprié et j'ai participé quand cela avait du sens. Rien dans mon comportement ce soir-là n'était inhabituel. Je suis la même personne dans chaque pièce. Cette constance, que certaines personnes trouvent apparemment déstabilisante, ne m'a d'ailleurs jamais attiré le moindre ennui. Ambre en était à son 2e verre de vin au moment où le plat principal est arrivé. Je connais Ambre depuis 6 ans, et elle a un schéma prévisible. Au 1er verre, elle est chaleureuse. Au 2e, elle est audacieuse. Au 3e, elle dit des choses dont elle passera les jours suivants à gérer les conséquences. Ce n'est pas une personne méchante fondamentalement, mais c'est une personne qui perçoit le drame comme un divertissement et qui n'a jamais considéré une seule seconde que les personnes impliquées dans le drame pouvaient avoir leur propre vie intérieure. Elle a posé sa question pendant un creux dans la conversation. Elle l'a dit avec la désinvolture délibérée de quelqu'un qui l'avait retenu pendant presque tout le repas. Clément, honnêtement, quand tu as découvert que Delphine couchait avec son patron, est-ce que tu as vraiment pleuré, ou est-ce que tu as juste fixé le mur? Maintenant, voici ce sur quoi je veux que vous vous attardiez un instant. Quand elle a dit ça, personne dans la pièce n'a eu le souffle coupé. Personne n'a prononcé son prénom de ce ton sec et réprobateur qui signifie qu'elle est allée trop loin. Personne n'a regardé Delphine avec inquiétude. Ils ont ri. Ce qui signifie que ce n'était pas un secret dans cette pièce.
C'était quelque chose dont ils avaient discuté. C'était quelque chose que plusieurs personnes à cette table connaissaient déjà, dont elles avaient parlé, et qu'à un moment donné, elles avaient trouvé suffisamment divertissant pour en plaisanter. 17 personnes, y compris Patricia, y compris Delphine. J'ai regardé autour de la table, chacun d'entre eux, dans les secondes qui ont suivi la question d'Ambre. Certains riaient franchement. Certains ont eu la décence d'avoir l'air mal à l'aise, mais pas un seul n'a dit quoi que ce soit pour l'arrêter. Delphine m'a regardé en souriant et a dit ce qu'elle a dit, et j'ai répondu, c'est compris. Et je le pensais. Ce que j'ai compris, c'était l'ampleur totale de ce que j'avais sous les yeux. Pas seulement l'infidélité de Delphine, que je connaissais déjà. Pas seulement la cruauté d'Ambre, que j'avais toujours sentie sous la surface. Ce que j'ai compris, c'est que j'avais été l'outsider à cette table pendant 6 ans sans m'en rendre pleinement compte. J'avais été toléré. J'avais été le conjoint qui fournissait un revenu stable, qui ne faisait pas de scène, qui était toujours fiable et qui ne faisait jamais honte à personne. J'avais été utile, mais je n'avais jamais été l'un des leurs d'une quelconque manière significative, et il ne l'avait jamais caché aussi soigneusement qu'il le pensait. Le commentaire sur la statue Olive était destiné à m'humilier, à établir publiquement devant chaque personne à cette table que j'étais incompétent, que l'infidélité de Delphine était de ma faute. Que la bonne réaction de la part de tout le monde dans la pièce n'était pas la compassion ou la gêne, mais le rire, parce que j'étais une blague, pas une personne. Je me suis assis dans la salle de bain de ma belle-mère pendant 4 minutes et j'ai pris mes décisions. Je suis resté jusqu'à la fin du dîner. J'ai aidé à débarrasser les assiettes. J'ai remercié Patricia pour le repas. J'ai serré dans mes bras la tante de Delphine venue de Grenoble, parce qu'elle était la seule personne à cette table à être venue me trouver après, à poser sa main sur mon bras et à me dire doucement, ce n'était pas normal. Je suis désolé. Je lui ai dit de ne pas s'en faire. Je suis monté dans ma voiture. J'ai conduit jusqu'à la maison. Je me suis assis dans la cuisine de notre pavillon près du parc de la Tête d'Or jusqu'à environ 1h du matin. Je n'étais pas émotif de manière visible. Je réfléchissais. J'avais un bloc-notes devant moi et je faisais une liste. La liste était pragmatique. Que devait-il se passer? Dans quel ordre, pour commencer le processus de démantèlement d'une vie qui avait été construite à 2 pendant 4 ans? Je l'avais fait professionnellement, pas pour des raisons personnelles, mais j'avais aidé des clients à dissoudre des partenariats, à réorganiser des actifs, à séparer ce qui était individuel de ce qui était partagé. Je savais comment ça fonctionnait. Je connaissais la séquence à suivre, et j'avais un avantage considérable que la plupart des gens dans ma situation n'ont pas. J'avais passé 6 ans à maintenir soigneusement l'architecture financière de ma propre vie d'une manière simple, transparente et complètement organisée. Il n'y avait aucune surprise qui m'attendait dans mes propres dossiers. Je savais exactement ce que j'avais, où cela se trouvait, et ce qui était à moi par rapport à ce qui était à nous. À 2h du matin, j'ai envoyé un email à une avocate spécialisée en droit de la famille à Lyon nommée Suzanne Alphen, qui m'avait été recommandée 18 mois plus tôt par un collègue dont j'avais suivi le divorce. J'ai dit que j'avais besoin d'une consultation et que j'étais prêt à agir rapidement. Elle a répondu à 7h le lendemain matin avec un créneau horaire pour le mardi. Ensuite, j'ai fait mes bagages, sans drame. J'ai rempli 2 grands sacs et une housse à vêtements avec tout ce dont j'aurais besoin au quotidien sur le plan pratique. Mon matériel de travail, mon ordinateur portable, mes documents, que j'avais toujours gardés dans mon propre système de classement, pas dans un système partagé. Les choses qui m'appartenaient spécifiquement. J'ai laissé les affaires de Delphine totalement intactes. J'ai laissé les meubles. J'ai laissé la cuisine. J'ai laissé les œuvres d'art sur les murs qu'elle avait choisies. J'ai envoyé un SMS à mon frère Nicolas, qui vivait à Annecy, et je lui ai demandé si je pouvais rester chez lui quelques semaines le temps de trouver un appartement. Il a appelé immédiatement. Je lui ai dit que je lui expliquerais en personne. Il a dit, bien sûr. Il n'a pas insisté. J'ai pris l'autoroute à 41 en direction du nord à 3h du matin, avec les lumières de la ville dans mon rétroviseur. Ensuite, j'ai bloqué tous les numéros liés à la famille de Delphine. Pas le sien. J'ai laissé celui-là ouvert parce qu'elle était toujours légalement ma femme et que j'avais besoin d'un canal de communication pour ce qui allait arriver. Mais Ambre, Patricia, Chloé, le cousin, la tante, chaque contact dans mon téléphone associé à ce monde. Ensuite, j'ai fermé tous mes réseaux sociaux personnels. Je n'ai pas supprimé les comptes.
Je les ai juste désactivés. Je ne voulais aucune trace de moi disponible pour quiconque à cette table pour vérifier ce que je faisais, faire des captures d'écran, analyser ou discuter. J'avais disparu. Pendant les 2 premières semaines, l'approche de Delphine a consisté à traiter mon départ comme une réaction émotionnelle temporaire. Elle a envoyé des SMS qui commençaient par « Clément, allez, je sais que tu es contrarié, mais il faut qu'on parle ». Elle a laissé des messages vocaux qui étaient calmes et rationnels dans le ton, mais vides de sens sur le plan opérationnel. Il ne disait rien, n'offrait rien, n'expliquait rien. Dans aucune de ces communications, elle n'a reconnu ce qui s'était passé au dîner. Elle ne s'est pas excusée pour ce qu'elle avait dit devant sa famille. Elle ne s'est pas excusée pour Grégoire. Elle parlait du dîner comme s'il s'agissait d'un malentendu que je devais surmonter. Je répondais aux SMS quand c'était logistiquement nécessaire. Quand ce ne l'était pas, je ne répondais pas. Suzanne Alphen s'est révélée être une avocate discrète et extrêmement efficace, qui me rappelait dans sa manière d'être et son approche les personnes que je respecte le plus professionnellement. Elle ne faisait pas dans le drame. Elle était minutieuse. Elle a exposé ce à quoi ressemblerait la procédure compte tenu des spécificités de notre situation. Elle m'a expliqué ce à quoi j'avais droit et quels seraient les points de discorde probables. Et puis elle m'a laissé parler pendant environ 20 minutes sans m'interrompre, ce que j'ai apprécié. Nous avons lancé la procédure de divorce en décembre. La réaction de Delphine en recevant les papiers a été la première fois où j'ai vu une véritable émotion de sa part. Elle m'a appelé 12 fois en 2 heures. J'ai décroché au 12e appel parce que j'avais pris la décision de toujours finir par répondre. Je n'allais pas l'ignorer indéfiniment parce que ce n'est pas comme ça que je me comporte, mais je répondais selon mes propres conditions. Elle pleurait. Elle a dit que je réagissais de façon excessive. Elle a dit que le dîner n'était qu'une blague stupide qu'Ambre avait complètement monté en épingle. Elle a dit que Grégoire, ce n'était pas ce que je croyais, qu'elle y avait déjà mis fin des semaines auparavant et que nous pourrions arranger ça si je rentrais à la maison et que je lui parlais vraiment au lieu de me cacher à Annecy comme un enfant. J'ai dit, Delphine, j'ai engagé Suzanne Alphen et elle sera en contact avec ton avocat. Je ne pense pas que nous devrions parler en dehors de cette procédure à l'avenir. Elle a dit encore d'autres choses. J'ai écouté. Je n'ai argumenté sur rien. Quand elle a eu fini, j'ai dit, je te contacterai quand ce sera nécessaire. Et j'ai mis fin à l'appel. Elle a engagé le beau-frère d'Ambre comme avocat, ce qui s'est avéré être une erreur car son beau-frère était un avocat généraliste qui s'occupait principalement de contrats commerciaux et n'avait jamais géré un divorce avec le niveau de complexité financière qu'impliquait le nôtre. Suzanne n'a fait qu'une bouchée de chaque argument avancé par son cabinet. Ce n'est pas quelque chose que j'ai orchestré. C'était juste la conséquence du choix de Delphine, qui a privilégié la familiarité à la compétence. En février, j'avais trouvé un appartement sur la Presqu'île, en plein centre de Lyon. Un appartement propre en étage élevé avec vue sur les montagnes au loin et assez d'espace pour mon bureau. J'ai passé un week-end à le rendre fonctionnel. Et puis j'ai arrêté d'y penser comme à une situation temporaire pour commencer à le considérer comme l'endroit où je vivais. Cette transition est importante. Les gens qui traitent leur situation comme temporaire ont du mal à s'y épanouir. J'ai décidé que c'était chez moi et que je ferais en sorte de m'y sentir bien. Mon entreprise n'avait pas fait de pause. Je n'avais pas perdu un seul client. Je n'avais pas manqué un seul objectif. Quand les clients me demandaient d'une manière générale comment j'allais, je répondais bien, parce que je l'étais, du moins dans tous les domaines qui comptaient professionnellement. Je ne suis pas quelqu'un qui ramène ses bouleversements personnels dans l'espace professionnel. Pas parce que je les réprime, mais parce que j'ai découvert au fil des années que les deux sont véritablement séparables si vous décidez de les séparer. En mars, 6 mois après le dîner, il s'est passé quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. La tante de Delphine, celle qui était venue me trouver lors de la réunion de famille pour me dire que ce n'était pas normal, m'a appelé d'un numéro que je ne connaissais pas. J'ai failli ne pas décrocher, mais quelque chose m'y a poussé. Elle s'appelait Corinne, et elle était la sœur aînée de Patricia. Elle m'a dit qu'elle avait été mal à l'aise au sujet de ce dîner depuis le moment où elle était partie, qu'elle l'avait dit à Patricia, et que la réponse n'avait pas été celle qu'elle espérait. Elle a dit que la famille de Delphine parlait de mon départ comme si je faisais une dépression, le présentant comme une réaction instable et irrationnelle à ce qu'ils appelaient un malentendu. Elle a dit que plusieurs d'entre eux étaient surpris que je n'appelle pas, que je ne cherche pas à les contacter, que je n'essaie pas de négocier ou de me réconcilier, et que mon silence continu commençait à déstabiliser les gens.
Ils n'ont pas l'habitude que quelqu'un s'en aille, tout simplement, a-t-elle dit. Je lui ai demandé ce qu'ils attendaient de moi. Elle est restée silencieuse un moment. Je pense qu'ils s'attendaient à ce que tu te battes pour ça, que tu supplies. Je pense qu'ils croyaient que tu avais plus besoin d'eux qu'ils n'avaient besoin de toi. Je l'ai remercié d'avoir appelé. Je lui ai dit que j'allais bien. Elle a dit qu'elle me croyait. Le divorce a été finalisé en septembre, 11 mois après ce fameux dîner. Le partage a été équitable. Nos actifs ont été divisés en fonction de ce que chacun de nous avait apporté et contribué. Le pavillon près du parc de la Tête d'Or a été vendu et nous avons partagé les parts. Il n'y a pas eu d'éléments dramatiques contestés. Le processus était désagréable mais pas sordide. Je pense que Delphine en attendait plus sur le plan émotionnel, plus de conflits, plus de déballage, plus d'opportunités de refaire le procès de ce qui s'était passé. Au lieu de cela, ce fut une série de documents, une série de signatures, et puis ce fut terminé. J'ai appris par Corinne, qui était devenue à ce stade quelqu'un avec qui je prenais des nouvelles de temps en temps, la façon dont on garde contact avec la seule personne qui s'est comportée avec intégrité dans une situation difficile, que Delphine et Grégoire s'étaient séparés au printemps. Que Grégoire était finalement resté avec sa femme dont il était séparé, et que la relation avec Delphine avait été, de son côté, tout autre chose que ce que Delphine avait cru. Je n'ai rien ressenti de particulier à ce sujet, ni satisfaction, ni compassion. C'était simplement une information. J'ai aussi découvert qu'Ambre, qui avait posé cette question à table avec une telle délectation, avait essayé 2 fois de me joindre par l'intermédiaire de contacts communs et une fois via LinkedIn, ce que je n'ai vu que parce que LinkedIn m'envoyait encore des notifications. Elle n'a expliqué dans aucune de ses tentatives ce qu'elle voulait dire. Je suppose qu'elle voulait que les choses se terminent différemment, sans être prête à assumer sa propre part de responsabilité dans la façon dont elles en étaient arrivées là. Les gens veulent souvent ça. Ils veulent la résolution émotionnelle sans avoir à rendre de compte. Je ne lui ai pas accordé, car je n'avais aucune dette envers elle. Elle avait une dette envers moi et je ne cherchais pas à la recouvrer. Je ne suis pas quelqu'un de vindicatif. Je veux être précis là-dessus. Je ne suis pas parti pour punir qui que ce soit. Je n'ai pas gardé le silence pour torturer qui que ce soit. Je suis parti parce que l'information était complète, que la décision était claire, et qu'il n'y avait rien d'autre à faire que de recommencer. Le fait que les personnes assises à cette table en aient subi les conséquences n'est pas arrivé parce que je l'avais planifié. C'est arrivé parce que les actes engendrent des conséquences, et je me suis simplement retiré de la trajectoire des leurs. 1 an plus tard, je suis assis dans mon appartement sur la presqu'île, un mardi matin, regardant les lointaines montagnes par la fenêtre. Et je veux vous dire ce que j'ai réellement aujourd'hui. J'ai une entreprise qui a connu une croissance de 12% au cours de l'année écoulée. En partie parce que j'ai passé le temps que je consacrais auparavant aux événements de la famille de Delphine et aux obligations sociales à me concentrer sur mon travail. J'ai 3 nouveaux clients, tous recommandés par des clients existants. J'ai un appartement propre qui ressemble à ce que je veux et qui fonctionne comme je l'entends. Et personne ne laisse de vaisselle dans l'évier ou ne programme d'événements auxquels je ne veux pas assister. J'ai Nicolas, mon frère, avec qui je dîne maintenant 1 fois par semaine à Annecy, chose que nous n'avions pas faite régulièrement depuis des années parce que j'étais toujours accaparé par les engagements de Delphine. J'ai 2 amis proches issus de mon milieu professionnel avec qui j'avais laissé le contact s'étioler et que j'ai maintenant recontacté correctement. J'ai Corinne, qui m'envoie un message pour les fêtes et qui le pense vraiment. J'ai recommencé à courir en janvier. Les sentiers autour du parc de Miribel-Jonage, 10 km 3 matins par semaine, ce que je n'avais pas fait depuis avant mon mariage, parce qu'il y avait toujours quelque chose d'autre pour occuper le temps. Ce que je n'ai pas, c'est une quelconque version de la vie que je tolérais assis à cette table à manger. Et je suis parfaitement conscient que je n'aurais pas bougé s'il ne m'avait pas poussé. J'aurais continué à faire de petits ajustements, à avoir des conversations difficiles, à essayer de trouver une version du mariage qui fonctionne. C'est ma nature. Je suis patient à l'excès. Et je crois aux efforts qu'il faut fournir pour maintenir quelque chose d'authentique. Mais ils m'ont poussé. Et quand j'ai bougé, j'ai réalisé que j'étais plus léger que je ne l'avais été depuis des années. L'histoire de la statue. L'interprétation selon laquelle la retenue émotionnelle est une absence d'émotion, que Delphine a offerte à 17 personnes comme explication à ce qu'elle avait fait. J'y ai réfléchi. Je ne pense pas être dénué d'émotion. Je pense que je suis mesuré.
Je pense qu'il y a une différence significative entre une personne qui ne ressent rien et une personne qui a décidé que chaque sentiment n'a pas besoin d'un public. La table du dîner n'était pas un endroit où j'allais me donner en spectacle et jouer l'angoisse pour divertir des gens qui avaient déjà décidé qui j'étais. Je n'avais qu'une seule représentation à ma disposition ce soir-là. Je l'ai choisie. J'ai hoché la tête. J'ai dit, c'est compris. J'ai fini mon repas. Je suis rentré chez moi, j'ai fait une liste, et le reste a suivi. De la manière dont les choses suivent toujours quand les fondations sont solides et que vous savez exactement avec quoi vous travaillez. Les gens qui ont ri à cette table s'attendaient à voir un homme qui avait besoin d'eux. Ce qu'ils avaient assis en face d'eux dans cette salle à manger, c'était un homme qui n'avait besoin d'absolument rien venant de leur part. Et une fois que vous comprenez cela chez quelqu'un, une fois que les faux-semblants ont disparu, il ne reste plus rien pour le retenir. J'étais déjà libre avant même de passer la porte. Le dîner m'a juste aidé à le voir.